Avant, je vais vous donner un petit peu le contexte. Ceux qui me connaissent déjà depuis les 2 ans ou plus que j'ai été avec MCQ, vous m'avez connu sous certains angles, mais je vais vous avouer que mon désir de comprendre l'au-delà et le vieillissement et tout le sens de la vie, ça date de très, très loin. Alors, ça fait depuis que j'ai travaillé comme jeune adolescente dans un foyer de longue durée absolument abject, qui a été fermé par le gouvernement, que le plaidoyer des personnes en toute fin de vie m'a arraché le cœur. C'était l'époque où Jean Vanier visitait, puis on parlait beaucoup de Mère Teresa. Alors, je me voyais Mère Teresa quand je suis décidée d'aller de mon bac SR à mon bac en sciences infirmières pour la raison d'améliorer le sort des personnes du troisième âge et surtout, je dirais, du quatrième et cinquième, ce qu'on appelle en anglais the frail elderly, ceux qui sont en vieillissement très avancé. La plupart d'entre nous, on approche 60 ou 65, ça fait qu'on est déjà du troisième âge. Alors déjà, c'est quelque chose qu'on entrevoit les prochaines années et je voulais regarder avec vous, est-ce qu'il y a lieu de voir comment le vieillissement peut être fait en douceur et même en grandeur et en beauté? Et puis aussi, à voir quel aspect la méditation peut jouer pour nous garder dans une joie profonde et puis comment c'est possible de le faire. Alors, j'ai décidé, Marc, d'y aller avec le PowerPoint qu'on a travaillé ensemble, mais qui n'a pas beaucoup de couleurs, parce que je voulais avoir les corrections que Marc a faites, puis on a eu de la misère avec notre PowerPoint. Ça fait que vous allez l'excuser, mais j'ai des belles photos à vous partager. Alors, voici ce que je veux vous présenter, c'est le vieillissement et la méditation. Alors, je veux utiliser tout au cours de cette journée avec vous, de cette heure qu'on va passer ensemble, l'image et la métaphore de l'arbre. Je suis très inspirée par les arbres et cet arbre-ci que vous avez devant les yeux est très, très spectaculaire parce qu'il est très, très âgé et regardez comme il est beau et il a survécu à toutes sortes de choses ensemble. Alors, pour moi, c'est vraiment une image qui parle de nous. Il y a quelqu'un qui nous a coupé la tête ici, là, on peut voir. Il y a des branches qui manquent, mais il y a toutes sortes de vies qui foisonnent. Alors, la première des questions qu'on se pose toujours, c'est est-ce qu'il y a des avantages au vieillissement? Alors, je vais regarder avec vous les aspects qu'on connaît. Et évidemment, je ne peux pas faire le tour. Alors, j'ai sélectionné l'intelligence cristallisée à comparer avec l'intelligence fluide, ce que 2 psychanalystes disent du vieillissement, qu'est-ce que la nature nous en dit, qu'est-ce que la science a démontré. Et surtout, la science, je vais vous l'appliquer à l'aspect de la méditation et du cerveau. Et comment est-ce qu'un vieil arbre peut nous inspirer? Alors, vous allez voir ici, c'est l'intelligence fluide, que vous connaissez fort probablement la définition. Plusieurs d'entre vous avaient travaillé soit en éducation ou autre. Et vous savez que l'intelligence fluide est liée à la mémoire récente. On dit que c'est l'intelligence des jeunes. Alors, elle est en croissance marquée à l'enfance et à l'adolescence. On dit que le sommet, c'est vers l'âge de 19 ans. Et on voit que si on pouvait voir toutes les connexions de neurones, tout le foisonnement qu'il y a dans le cerveau d'un adolescent, on comprendrait, de un, pourquoi ils ont le cerveau adolescent un peu fou, ils vont prendre des chances, ils vont risquer des choses, mais en même temps, ils ont une capacité phénoménale d'apprentissage. Alors, un exemple qu'on pourrait avoir de l'apprentissage chez les jeunes qui se fait très, très bien, c'est les langues et la musique. On dit toujours commencer à apprendre une deuxième ou une troisième langue à votre enfant dès que possible, parce que le cerveau est comme une éponge. C'est ça l'intelligence fluide de l'enfant. Alors, l'intelligence fluide atteint son sommet, comme je vous disais, vers 19 ans, d'autres vont dire 25. Elle commence à faire un genre de plateau vers 35 ans. Mais c'est pour ça qu'encore une fois, on va voir que les jeunes adultes comprennent vraiment vite et intègrent rapidement des nouveaux savoirs aux connaissances déjà acquises. Encore une fois, on peut regarder le fait, comme disait Piaget, qu'il y a des branches dans l'arbre, puis après ça, il va se rajouter des petites branches et que ce nouveau savoir va se greffer à un savoir déjà acquis. Alors ici, on voit que l'arbre, il est vraiment comme un arbre au printemps,
tout plein de feuilles et de fleurs chez un jeune à cause des aptitudes de l'intelligence fluide qu'il a. Et on va voir que les hautes études se font souvent dans la vingtaine, jeune trentaine, parce que justement, ils sont au sommet des apprentissages. Alors, c'est absolument l'intelligence qu'on va vouloir retrouver, nous qui sommes proches du troisième âge si on ne l'est pas. Mais cette intelligence, ça ne veut pas dire qu'elle est complètement disparue. Alors, pour nous, mettons que mon enfant apprend l'espagnol quand il est bébé, en même temps qu'il apprend le français et l'anglais. Puis je connais un enfant qui connaît 4 langues, puis qui a été immersé dans les 4 langues dès l'enfance. Et cet enfant vraiment comprend et parle 4 langues. Moi, si je décide d'apprendre l'espagnol, ça va être por favor, puis du school pay longtemps, parce que ça va me prendre beaucoup plus longtemps. Mais l'intelligence fluide est toujours là. C'est d'ailleurs une bonne chose à se souvenir que plus on va en demander à notre intelligence, plus on va sauvegarder la santé de notre cerveau. Alors, quand on parle d'intelligence cristallisée, là, on est à l'aise parce que c'est vraiment une intelligence qui est appuyée sur une mémoire à long terme et c'est l'intelligence des compétences, des connaissances et des expériences. Quand j'ai regardé les CV de certains d'entre vous, j'ai été absolument épatée et estomaquée de toutes les compétences, les connaissances et les expériences que vous avez faites, soit personnellement, dans votre profession, dans tout ce que vous avez fait, vous avez acquis une somme extraordinaire de connaissances et à travers vos expériences, vous avez aussi acquis toutes sortes de choses, incluant un vocabulaire, une culture générale, la compréhension de plein de concepts que vous pouvez manier avec aisance. Vous êtes bon en calcul, bien plus en calcul mental que les jeunes qui ont toujours eu des bébelles devant le visage. Vous avez aussi la reconnaissance des similarités. Fait, quand on joue les jeux sur Facebook de trouver les différences, rapidement, on reconnaît les similarités et les différences. Mais cette intelligence, les bonnes nouvelles, c'est qu'elle s'améliore tout au cours de la vie, sauf si on commence à faire de la démence. Et même la démence, on commence à voir aussi comment la santé du cerveau, si elle a été maintenue, on peut éviter complètement à faire de la démence en troisième âge. Alors, on pourrait dire que l'intelligence cristallisée, avec tout ce qu'elle comporte de compétences, de connaissances et d'expériences qui mènent à la sagesse, c'est vraiment une intelligence merveilleuse qu'on maintient tout au cours de notre vie. Alors, pour ce qui en est du développement psychosocial des personnes au troisième âge, bien, vous savez bien que j'ai un dada, ceux qui étaient là l'an dernier, pour Maslow et Erickson. Je vous ai mis les dates de naissance et ça, il y a une raison que j'ai fait ça. Parce que vous allez voir que leur théorie, ils sont vraiment tributaires de la mentalité scientifique un peu abstraite, mais aussi une théorisation qui disait que les choses étaient arrêtées. Comme on est maintenant au 21e siècle, on voit les choses de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus processus, devenir. C'est un langage qui était moins utilisé dans les années où Maslow et Erickson ont parlé de leur théorie. Alors, on va quand même moduler un peu sur ce qu'ils vont nous dire par la suite. Alors, vous connaissez très bien l'échelle de Maslow de la hiérarchie des besoins humains. Aujourd'hui, j'ai retrouvé dans un site, il appelait ça l'échelle du bonheur, happiness. Alors, je trouve ça vraiment intéressant que lorsqu'il était en train de pondre cette théorie avec cette échelle de besoins humains, il a commencé évidemment avec le plus essentiel, les besoins vitaux de manger, de boire, de s'alimenter, de sécurité, évidemment, d'avoir un environnement stable et prévisible. Donc, une famille, on pourrait voir où tout ça, ça se joue dans un premier temps dans la famille. Et la sécurité, ça devient aussi une question de sécurité dans la société, chose que les gens en Ukraine n'ont plus. Alors, ils ont à peine leurs besoins physiologiques probablement sont répondus par les gens qui viennent aider de l'extérieur. L'aspect sécurité est absolument manquant. Mais l'appartenance et l'amour, possiblement, leur aident à pallier à tout ce qui se vit à l'extérieur. Mais on sait que chaque être humain, s'il vit dans un milieu sain, s'il y a de la sécurité, s'il sent qu'il y a une appartenance à un groupe et est aimé, va avoir une plus grande estime de soi,
va avoir une appréciation de ses talents et pouvoir même actualiser ses talents pour le bien-être de lui-même, de sa famille, de la société. Alors, Maslow avait commencé par dire que c'était le summum, l'auto-actualisation de soi. Par un hochement de tête, pourriez-vous me dire, ceux de vous qui savent qu'il a révisé cette échelle? Êtes-vous au courant qu'il a révisé sa propre échelle? Non. Alors, Marc dit que non. Je vais voir ce que vous en pensez. Maslow a eu un moment donné où il commençait à être reconnu pour cette théorie. Il a fait une crise. Et la crise, c'était « Oh mon Dieu, il manque quelque chose ». N'oubliez pas que Maslow, comme nous, vieillissait. Il s'est rendu compte qu'à un moment donné, l'actualisation de soi, les gros projets, les thèses, la recherche novatrice, tout ce qui était de cet ordre de production, de productivité, allait avoir un sommet. Et puis, après ça, ben, il arrive des choses comme prendre sa retraite de son travail d'enseignant, de se voir plus ou moins aussi engagé dans la vie de la société. Alors, Maslow voulait réviser sa hiérarchie pour laquelle il devenait célèbre simplement parce qu'il avait réalisé que la hiérarchie était incomplète. Il voulait la réalisation de soi n'était pas l'apogée, c'était plutôt la transcendance de soi. Et je trouve ça génial parce qu'ici, on voit un chassé-croisé entre les besoins psychosociaux et le besoin spirituel qu'a l'être humain en fin de vie. Alors, tout ça, ces besoins-là, ils demeurent. On a des besoins physiologiques, de sécurité, d'appartenance. Il faut qu'on ait une certaine estime de soi, sentir qu'on accomplit quand même quelque chose, qu'on améliore le sort des personnes autour de nous, tout au moins, qu'on garde une plante en vie. Notre chat n'est pas mort, il y a déjà ça. Mais la transcendance, ça interpelle tout le monde. Parce qu'à un moment donné, il faut basculer vers la spiritualité. Même Einstein disait qu'à la fin, la science ne peut pas répondre. Les sciences humaines ne peuvent pas entièrement répondre aux besoins de transcendance de l'être humain aussi. Alors, notre cher ami Maslow avait reconnu cette limite de sa première évocation d'une théorie des besoins humains. Erikson, lui, c'était le disciple de Maslow. Alors, lui, sa théorie, comme vous savez, ça commence avec le premier pas qui est confiance vs méfiance. Malheureusement, l'enfant qui a été mal accueilli, à qui on n'a pas répondu dans les premières instances de sa vie, en donnant à boire quand il avait faim, en donnant une couche propre quand il en avait besoin, en donnant des bras pour l'assurer qu'il est aimé, cet enfant-là risque de trébucher tout au long de sa vie, selon Erikson, parce que la confiance n'est pas établie. Ça a toujours été la méfiance, parce que dès le premier jour de sa vie, cet enfant-là s'est possiblement senti mal aimé. Par contre, si on arrive à faire tous ces stades, évidemment, tout le monde va le faire, qu'il soit blessé ou non, on arrive à l'étape, selon Erikson, de l'intégrité vs le désespoir. Alors, ça se joue de 65 ans jusqu'à la fin de la vie, à peu près. Alors, l'étape du bilan de vie, c'est ce que voyait Erikson. Plus de 65 ans, ce que je vis, c'est d'avoir une satisfaction personnelle de ce que j'ai accompli en cette vie. Alors, pour me sentir accompli, je vais commencer à faire ce qu'on appelle une relecture et intégrer ce que j'ai fait. Selon Erikson, l'adulte insatisfait de son bilan pourrait ressentir du désespoir ou tout au moins de la culpabilité par rapport à son passé ou ses objectifs non atteints. Il pourra même développer une peur profonde de la mort. Ici, j'aimerais faire un segue, un genre d'à côté. Si vous vous souvenez, ceux qui étaient là l'an dernier, quand j'ai parlé de Kubler-Ross, elle aussi avait évoqué le fait que si on ne suivait pas notre passion, si on n'avait pas fait ce qu'on désirait le plus, puis un appel comme une mission qui était innée, si on n'avait pas poursuivi ça, on pouvait en arriver à cette insatisfaction à notre bilan. Par contre, un objectif non atteint, ça ne veut pas dire une vie non réalisée. Et c'est ce que j'ai trouvé quand je regardais ce que Maslow et Erikson ont dit sur le vieillissement, comment intéressant ça pouvait être de regarder les deux ensemble à la lumière de ce qu'on sait maintenant
la science nous dit beaucoup de choses qu'ils ne connaissaient pas à cette époque-là, qu'il n'y a rien de finalité. On est dans un processus de devenir tous. Et comme disait Kubler-Ross, c'est souvent un temps très, très fécond, la fin de vie, pour justement renouer avec des personnes, accorder des pardons, accomplir quelque chose qu'on a toujours voulu faire, ne fût-ce qu'une brève histoire de vie pour nos petits-enfants. C'est jamais terminé la mission et c'est jamais, on ne peut pas y revenir. Alors, on peut toujours vivre jusqu'à nos derniers instants, on peut vivre des choses extraordinaires. Alors, aucun besoin véritablement de cette profonde crainte de la mort. Alors, ici, je vais regarder comment les deux maîtres m'inspirent, parce que le maître Maslow a prophétisé que transcendance, c'était le sommet à atteindre pour être un être humain accompli. Le disciple Erickson prophétisait que le bilan de vie risquait de faire basculer la personne vers le désespoir. Si son bilan n'avait pas été intégré, la sérénité face à la mort pourrait lui échapper. Alors, voici ce que j'ai pensé en relisant ces deux grands maîtres de la psychanalyse et psychosociale. La méditation serait-elle finalement la voie de l'intégration et de la sérénité? On le lit chez John Maine, on le lit chez Lawrence Freeman. Est-ce que ça serait que ces deux hommes qui ont parlé plutôt de psychosocial, si on regarde ensemble, ils sont en train de nous pointer dans la direction de la méditation sans le savoir? Mieux encore, est-ce que méditer serait une fontaine de jouvence? Par exemple, est-ce qu'une pratique de méditation pourrait garder le cerveau jeune? Alors, c'est ici que je peux vous dire que cette semaine, j'ai creusé, j'ai lu des articles, j'ai écouté des TED Talks, et puis j'ai trouvé que c'est abondant. Tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui nous dit qu'une pratique régulière de méditation, effectivement, peut rajeunir même le cerveau. Et voici le cerveau. Bon, regardez pas tout ce qu'il y a autour, là, mais regardez le cerveau même. Je vais vous dire quelque chose que j'ai appris quand j'ai enseigné à 4 reprises le cours de développement, croissance et développement de l'être humain. Savez-vous que quand on est né, évidemment, le cerveau, il ne faut pas qu'il soit trop gros parce qu'il faut qu'il passe par un très petit orifice. Alors, le cerveau va tripler en grandeur de la naissance à l'âge d'1 an. Vers l'âge de 2 ans, c'est incroyable le nombre de neurones. Alors, l'enfant va apprendre à se mettre debout, il va commencer à parler, il fait toutes sortes d'apprentissages et les connexions neuronales vont abonder. Un autre moment, quand il va commencer à l'école, il va apprendre la lecture, les mathématiques, les calculs. Il va y avoir ce qu'on appelle l'émondage des neurones qui sont inutiles, puis un renforcement des neurones vraiment aptes à aider à tous ces apprentissages de vie. Donc, apprendre à lire, à compter, à faire de la résolution de problèmes, à transiger avec les autres dans le milieu social qu'est l'école. Il y a tout plein de foisonnements de choses qui se passent, mais les neurones qui sont inutiles vont s'atrophier. Malheureusement, quand on arrive après l'adolescence, quand le foisonnement est encore une fois éclatant de l'adolescence est fini, il y a une période entre 35 ans et 55 où il y a beaucoup, beaucoup qui se passe. Les neurones sont fortes, le cerveau est bien connecté, on peut encore faire des apprentissages, on travaille, on est très productif. Habituellement, c'est les grandes années de travail. Mais avec le vieillissement, si le cerveau est soit pas stimulé, pas bien nourri, la personne n'est pas bien oxygénée, elle vit seule dans un trou noir, puis elle broie du noir, bien, vous imaginez qu'il y aurait un impact sur le cerveau. Alors, ce que j'aimerais voir pour vous, avec vous, c'est-à-dire, quel aspect du cerveau pensez-vous qui peut être régénéré ou gardé sain par la méditation? Si vous regardez ça, vous allez voir que le lobe pariétal, le lobe frontal et temporal sont les 3 lieux où on peut voir qui seraient connectés avec la méditation. On voit ici raisonnement, lobe frontal, conversation, activité motrice, raisonnement, émotion, le foyer des émotions. Et si on regarde le temporal, il y a la compréhension, la mémoire, le comportement, l'audition. Alors, ce qu'ils ont découvert,
c'est que non seulement la matière grise, mais bien d'autres aspects du cerveau sont affectés par la méditation ou, encore une fois, à la négative, par l'absence d'une vie saine, incluant des moments d'introspection, de méditation ou autre. Alors, si on regarde ce que la science nous a révélé, c'est fou ce que j'ai découvert. J'aurais pu en lire toute la journée. Et puis, j'ai trouvé des choses extraordinaires, mais dans une heure, je ne peux pas vous parler de tout. Alors, voici. Neuroplasticité est augmentée chez les médecins. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Bien, ceux de vous qui ont travaillé avec les vieilles fenêtres puis le mastic, vous savez, quand le mastic il est dur, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais si on veut garder une certaine plasticité du cerveau, donc une capacité d'apprentissage, il faut méditer simplement parce qu'on a découvert que méditer change les lobes frontal et pariétal, comme je vous ai dit, mais aussi l'hippocampe et l'amygdale. Bon, ce n'est pas les amygdales, là, je ne parle pas de la gorge. L'amygdale, on va la voir grossir dans les temps de stress. Dans le post-traumatique, post-dépression, on va voir que l'amygdale a pris des grosseurs phénoménales. On pourrait donc voir une amygdale chez quelqu'un qui sort d'un camp de guerre et puis voir qu'il y a eu beaucoup de stress. Au contraire, la méditation va augmenter la matière grise et même le nombre de plis dans la matière grise, dans le frontal, le pariétal qui est ici, proche des oreilles, et l'hippocampe. Ça fait que ces trois-là vont augmenter en grosseur si on médite. L'amygdale va rétrécir et prendre une taille plus normale, post-traumatique ou post-dépression, si on médite. Et voici, on se demande toujours, ben, c'est quoi le nombre magique de semaines ou de jours? Bien, il y a eu 2 groupes qui ont fait des études. Il y en a un qui ça a été 3 mois intenses de méditation comme on ferait si on allait dans le Moyen-Orient. Mais Sarah Lazar, qui est une Américaine, neuropsychologue, elle a dit que même après 8 semaines de méditation, à raison de 30 minutes par jour, on voyait les changements que je viens d'évoquer. Donc, la science a vraiment révélé qu'une pratique régulière, John May n'a pas arrêté de le dire comment la régularité est importante, au moins 30 minutes par jour pour 8 semaines, pré et post, on pouvait voir des changements au niveau du cerveau. Alors, ce n'est pas les seules études, mais beaucoup d'études scientifiques ont démontré les effets bénéfiques de la méditation sur le cerveau. Alors, vous allez dire, bien, le cerveau, ce n'est pas tout. Moi, je n'ai pas voulu parler du vieillissement du corps parce qu'on est en méditation, mais je me suis demandé si même méditer 30 minutes par jour était suffisant si on n'a pas pris des habitudes d'esprit positives. Alors, Norbert, tu te souviens quand on a parlé de Laurent, le frère Laurent, qui était dans les chaudrons, qui travaillait dans la cuisine, puis qui avait une joie extraordinaire parce qu'il était toujours en conversation avec Dieu, qui est toujours dans la joie. Mais ceux d'entre nous qui passons 30 minutes à faire de la méditation, puis après ça, on broie du noir, il faudrait dire qu'il faudrait aussi une habitude d'esprit. Faire attention aux pensées qu'on entretient, parce que justement, ça va faire l'effet inverse de la méditation. Donc, les pensées bénéfiques, la gratitude pour tout ce qu'on a, c'est 2 moyens de maintenir les effets bénéfiques de la méditation. Alors, merci, merci, merci. On ne peut pas arrêter de dire suffisamment de merci quand on voit à quel point on est bichonné, même malgré nos épreuves. Alors, voici ce que j'ai trouvé. Un des auteurs, un des chercheurs parmi les premiers à regarder le cerveau, soit avec l'IRM ou d'autres moyens, nous a dit, nous avons montré que les exercices intensifs de méditation permettaient de soutenir l'attention et d'améliorer la vigilance cérébrale. C'est Antoine Lutz qui a travaillé, lui, avec un des premiers à regarder les IRM. Nous avons été les premiers à montrer que la méditation provoque des changements fonctionnels dans le cerveau. C'est ça que je vous parlais tantôt. Une réorganisation de l'activité neuronale. Ce n'est pas rien. Alors, si je pense à moi, là, mes habitudes de cerveau sont vraiment plates. Alors, je fais ce que ma maman appelait radoter. Ruminer, c'est reprendre toujours le même cercle d'idéation
négatives qui nous amènent toujours à dire « pauvre de moi », comme disait Sol. Alors, si on a des habitudes qui nous amènent toujours à penser sur le même petit train-train d'idées, ils peuvent être positifs comme négatifs, mais on ne sort jamais de circuit. On va pas avoir ce rayonnement de notre cerveau, ni de notre personne d'ailleurs, parce que de nos idées proviennent tout le reste. Alors, j'ai trouvé d'autres personnes qui ont parlé de cette même idée de soi et de comment il fallait se dépasser soi-même. Breaking the habit of being yourself. Et ce, à travers la méditation. Alors, cette personne semblait croire et nous a démontré comment aller du faire au devenir à l'être par le moyen de la méditation. Et l'auteur ici, c'est Dr. Joe Dispenza. Alors, on a Dispenza, on a plein d'autres. Alors, l'IRM, c'est une technique. Il y a aussi la tomographie cérébrale qui va nous aider à évaluer les bénéfices pour le cerveau à long terme, non seulement sur l'attention, qui est plus soutenue, les émotions plus stables et la présence au monde. Maintenant, je vais parler un petit peu d'émotion et de présence au monde comme étant deux assises importantes. Quand on pense à la maladie bipolaire, c'est une maladie qui amène à avoir des émotions vraiment saccadées, des émotions polarisées extrêmes. Alors, encore une fois, et je connais des personnes qui s'adonnent à la méditation qui disent « Moi, j'ai cette maladie et mes émotions, ils sont beaucoup plus sobres et tamisées et moins d'extrêmes depuis que je médite. » La présence au monde veut dire aussi qu'on va pouvoir être plus alerte dans des réunions et avoir une attention plus soutenue. J'espère que vous l'avez parce que sinon, vous êtes déjà endormi par mes propos. Alors, la recherche a aussi démontré, dans le même sens de la santé mentale, que les gens qui adoptent une pratique régulière de méditation après une dépression grave ont 40% moins de récidives que ceux qui ont vécu une dépression, mais qui n'ont pas cette pratique méditative régulière. Alors, voici un exemple parmi beaucoup d'autres. Je vous parlais de Lutz auparavant et Sarah Lazare aussi a dit que les personnes qui avaient une pratique régulière de méditation, qui avaient 50 ans, avaient le cerveau de gens qui avaient 25 ans, selon son étude. Et une autre étude va nous dire que Mathieu Ricard, qu'on connaît tous, a un cerveau de 10 à 15 ans plus jeune que son âge chronologique à cause de sa discipline très forte de méditation. Alors, tout ça nous fait valoir qu'il résulte vraiment, la méditation résulte en un cerveau renouvelé. C'est vraiment une fontaine de jouvence parce que à l'époque que j'ai étudié en sciences infirmières, on croyait que tout ce que le cerveau pouvait faire, c'est rétrécir avec l'âge. Et puis, on pouvait même voir, lorsqu'on faisait des autopsies, que le cerveau avait rétréci physiquement. Alors, pour empêcher ce rétrécissement du cerveau, c'est de le renouveler régulièrement. Alors, évidemment, la méditation, c'est une chose, mais vous allez voir, si vous allez trouver le TED Talk de Sarah Lazare, qui a aussi commencé en montrant à des gens comment jongler. Ils ont dit, OK, après 3 mois d'apprentissage à jongler, on va voir s'il y a des changements. Mais effectivement, la matière grise, dans la partie du cerveau, qui évoquait le mouvement, l'orientation spatiale, etc., était extraordinaire chez les personnes qui avaient fait cet entraînement. Alors, l'entraînement à la méditation, c'est similaire. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que même les gènes peuvent être modifiés. L'expression de certains gènes peut être modifiée lorsqu'on fait de la méditation. Alors, c'est extraordinaire. Je vais vous parler ici brièvement d'une religieuse qu'on a étudiée qui avait, à l'autopsie, on a trouvé tous les plaques and tangles. Alors, tous les signes de la maladie d'Alzheimer's dans son cerveau, mais qu'à cause de son engagement dans le monde et sa vie de prière, elle n'avait pas d'expression de sa maladie d'Alzheimer's. Donc, malgré des changements au niveau du cerveau, on peut même modifier
l'expression de la génétique qui était déjà là chez elle. Vraiment intéressant. Et évidemment, il faut qu'on parle de méditation chrétienne. Y a-t-il une distinction à faire ici? Bien, je vais vous dire que la méditation chrétienne utilise les techniques similaires. Ça, on le sait tous. Donc, similaire aux techniques bouddhistes et de pleine conscience, on utilise le silence, le mantra, l'attention. Mais l'intention est différente. Au lieu de vouloir faire le vide pour faire le vide, on veut rentrer en relation avec Dieu. Alors, pour nous, c'est un préalable à l'unicité, à l'union avec Dieu, et non pas une fin en soi que de méditer pour avoir la très sainte paix. Alors, qu'est-ce qui s'est fait dans ce style-là? Bien, j'ai une étude que j'ai repérée, mais j'en connais d'autres. Mario Beauregard a étudié 15 religieuses carmélitaines. Encore une fois, quand on regarde le cerveau de personnes qui méditent, les religieux, les religieuses, ils ont les mêmes zones alpha. Ils ont des cerveaux extrêmement calmes. Ils ont beaucoup de comportements qui sont compatissants. Alors, toutes les choses qu'on voyait. Mais ce qu'a trouvé Mario, c'était que les 15 religieuses, quand on leur demandait de te souvenir d'un moment dit d'extase, donc de joie profonde, de communion, c'était comme s'ils étaient dans l'instant même où ils avaient vécu. Alors, ils pouvaient retrouver et recapter ce bonheur, cette joie intérieure profonde dès qu'ils se remémoraient un instant. Alors, nous, plusieurs personnes m'ont dit, quand je commence à méditer, c'est comme si d'emblée, je tombe dans un autre niveau. Dès que je commence mon mot Maranatha. Alors, imaginez comment votre cerveau serait beau si on continuait, comme les carmélitaines, à faire de cette discipline, avec d'autres disciplines aussi, comme la prière, ce travail intérieur. Alors, le vieillissement, finalement, c'est l'intégration des apprentissages de toute une vie qui demande à être assimilée et assumée dans le silence. La sagesse est le fruit de toute cette vie. Puis ma mère, qui avait 104 ans à l'époque, avait, après plusieurs mois d'isolement à cause de la pandémie, on s'est dit, ça y est, maman va s'effriter, la démence va prendre le dessus. Elle a dit à ma sœur qui venait la visiter puis qui n'arrivait pas à se faire entendre au bord d'une grande table avec maman qui était à moitié sourde, elle avait juste répondu, il faut respecter le silence. Maman, c'était apprivoiser le silence. Je trouve ça génial qu'en vieillissant, à 104 ans, elle faisait encore des apprentissages. John Main, comme vous savez, avait dit que méditer est la voie de la sagesse ancienne pour les temps modernes. Et moi, elle ajoute un ancrage solide comme la profondeur des racines pour un arbre. Je vais vous montrer l'arbre encore. Alors, la nature dit son mot. Ben, c'est donc bien triste de vieillir, qu'on va entendre souvent. Mais il faut se laisser inspirer par les arbres pour voir à quel point vieillir, ce n'est pas le dernier mot, et vieillir, ce n'est pas rien. C'est vraiment grave. Alors, ceux de vous qui vous souvenez de votre latin ou de votre espagnol, Senzino ulmus mexicana, 1000 años approximativement, et cuidame, c'est mon espagnol, là, corrigez-moi pas. Alors, j'ai vu cet arbre-là au Panama. Il est extraordinaire, il foisonne de vie. Il est à moitié mort, mais il a fait place partout aux fougères, à toutes les plantes tropicales qu'on essaye de faire pousser dans nos salons. Ils sont toutes là. Alors, la métaphore de l'arbre, pour moi, est très importante. Un arbre sain peut survivre à bien des intempéries, à la sécheresse, les inondations, même la hache. Vous avez vu, ils ont enlevé la tête. S'il est bien enraciné, il continue à proliférer, à vivre. Alors, évidemment, ça nous fait penser à l'épreuve et la résilience. Ce qui ne te tue pas ne peut que te faire grandir. Mais j'ai trouvé un homme qui a décidé, lui, de sauvegarder le génome des arbres anciens. Il s'appelle David Millarch. Et il a eu sa mission suite à comment on appelle ça? Une mort imminente. Une expérience extrêmement forte de mort imminente. Donc, il était mort actuellement pendant plusieurs minutes. Et suite à ça, il s'est senti interpellé de sauver les arbres dits champions. Alors, ils sont champions parce que c'est des plus vieux.
Alors, il voulait assurer une pérennité de l'ADN des capacités d'adaptation et de résilience des arbres qui ont survécu à tant d'épreuves. Donc, il est allé cloner des arbres partout au monde, centenaires et même millénaires, afin de sauvegarder ce qu'il y avait de précieux que ces arbres-là avaient réussi à engendrer de la vie malgré un très vieil âge avancé. Alors, une nouvelle génération émerge. Il a planté ces arbres champions partout au monde. Et si on regarde ces arbres champions, comme celui que je viens de vous montrer, ils abritent des centaines de lichens, de fougères, de plantes, de champignons, d'espèces d'oiseaux, d'insectes, de mammifères et même d'autres arbres qui vont vivre à même l'arbre. Alors, je vous ai montré quelques photos. Voici ce que j'ai pris dans l'arbre millénaire. C'est pas possible. Je ne l'ai pas inventé, je l'ai pris avec ma caméra, tout à fait au fait de l'arbre. Il y avait des singes hurleurs à menthe dorée. Quand on regarde au bas de l'arbre, c'est le foisonnement de fougères, de plantes, des racines extraordinairement puissantes et profondes. Et si vous remarquez, il y a une petite tête ici, c'est moi. Alors, j'ai fait le tour de l'arbre par en arrière. J'ai dit à ma sœur qui était en bas, prends la photo pour montrer l'épaisseur, la hauteur. Tout ça, c'est des racines. Moi, j'étais juste à l'autre côté. Puis je voyais toute la belle terre qui était prolifique, qui était en train de nourrir toute plein de plantes. Et c'était fait de l'écorce de l'arbre qui tombait en 1000 morceaux et puis qui créait comme une poussière tellement féconde. Voici ce que je trouvais en milieu des arbres, des broméliades. Ceux qui connaissent les plantes, ils poussent partout, partout dans les régions tropicales. Les arbres en sont garnis. Et voici ce qui m'a touché le plus. Et ce que je veux que vous méditiez, cette image, c'est le jeune arbre qui s'agrippe à l'arbre ancien. C'est phénoménal de voir ça, comment c'est beau, de voir comment les générations ont tellement besoin de la présence des aînés, des âgés. Et ici, on le voit visuellement, cet arbre qui s'est agrippé à l'arbre ancien. Dernière anecdote qui a rapport avec l'importance des plus âgés. Et ça, c'est une histoire vraie, c'est une étude qui a été faite. Dans une zone de l'Afrique, il y avait beaucoup trop d'éléphants à un moment donné pour la nourriture qui était disponible. Alors, ils ont décidé de tout prendre les adultes, les mettre ailleurs. Alors, les bébés éléphants et les adolescents sont devenus le troupeau. Ils étaient délinquants. Il y avait des éléphants délinquants partout qui faisaient toutes sortes de niaiseries, qui brisaient les arbres parce qu'il n'y avait pas de figure d'autorité, de sagesse parmi eux pour les garder à comprendre une discipline qui permet d'être en société. Alors, cet arbre nous donne une idée à quel point les générations ont besoin des vieux arbres comme nous autres. Et vous, combien d'espèces abritez-vous dans vos branches? Combien de personnes se trouvent bien à l'ombre de votre bonté, de votre sagesse? Combien de générations avez-vous influencé? Je pense à Michel qui est là depuis les tout débuts de MCQ. Alors, c'est incroyable quand on y pense de dire que la vieillesse, c'est quelque chose de péjoratif, de négatif, c'est de ne pas voir la profondeur et la beauté. Alors, mon ami Marc, il m'a dit, il faut que tu dises ça, un vieil arbre ne donne pas de vieux fruits. Un vieil arbre foisonne de vie. Il abrite la vie sous toutes ses formes et influence des générations à venir, comme vous qui êtes des méditants et qui êtes aussi du troisième âge. Voici ce que ça a l'air, un arbre dans toute sa gloire qui est très âgé. Alors, je vous souhaite d'accepter que vous êtes les plus honorables, que vous êtes tellement beaux, vous foisonnez de vie. Et c'est tout. J'accueille vos questions ou rétroactions. Merci beaucoup, Mme Saïdon. C'était vraiment très, 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 très intéressant. Vraiment, merci infiniment. Merci beaucoup. C'est Claudette qui parle. J'essaie de voir. Oui, Claire, ouais. Tu avais quelque chose à dire? Oui. Claire Cardinal? Non, c'était des applaudissements. OK! C'est très, très bien, très, très bien.
Mais là, je n'ai pas de Pas de commentaire, c'est question pour correct. l'instant. Là, je réfléchis. Alors, j'accueille vos commentaires, vos questions. J'en vois qui ont les yeux mouillés, puis vraiment, je trouve tellement que notre société a besoin d'honorer ceux qui vieillissent, toute la sagesse, toute la beauté de ce que vous devenez, ce que vous êtes. Merci. Paul-Antoine, je t'écoute. Simplement 3 perspectives parce que c'est trop beau, là. Mais je veux souligner, d'une part, comment que tu vis ton contenu. Je me suis accroché à ton senti. D'autre part, comment que tu as articulé avec des auteurs que je connaissais, bien sûr, puis que tu connais, puis tout le monde connaît, mais tu les as articulés, aller jusqu'à Mathieu Ricard récemment et de nombreuses autres études. Puis quatrièmement, avec quel respect tu traites du vieillissement comme étant des supports où des petits jeunes peuvent s'accoter et me donner un petit coup de main. Merci pour être ce que tu es et dire ce que tu as dit de cette manière aujourd'hui. Merci beaucoup, Paul-Antoine. C'est très, très gentil. Mais n'oubliez pas que j'ai aussi dit que le vieil arbre était le support du jeune arbre. Mais effectivement, on va voir dans les arbres qui poussent des racines, genre, je ne sais pas le nom de cet arbre-là, mais où les petites pousses vont finir par soutenir le vieil arbre. Alors, pour moi, c'est cette beauté intergénérationnelle que j'aimerais tellement voir vivre dans notre société. Louise Arsenault, tu voulais dire quelque chose? Allume ton micro. Voyons. OK. OK. On t'entend. Bon, je l'ai. Bon, eh bien, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Moi, souvent, qui parle de l'attention, tout ton discours, je l'ai tout entendu, puis toute la joie aussi, puis ce que tu portes en ça, ton émerveillement. En tout cas, toi, tu es très, très... ton cerveau va très, très bien, très positif. Puis c'est drôle, hein, de voir l'arbre, de voir les jeunes, puis de dire que c'est les jeunes aussi qui vont le soutenir. C'est comme le cosmos, tu sais, on est tous reliés les uns aux autres, et pas juste nous, la nature, et tu sais, comme tout est dans tous, dans tout, dans le cosmos. Et mon Dieu, que ça m'a mis en joie, et c'est rassurant aussi. Tu sais, en tout cas, on dirait que je vis le carême des fois, puis il y a comme une révision aussi qui se fait avec la passion du Christ, là, aujourd'hui. En tout cas, je vis un carême spécial. Et de t'entendre, là, à travers ça, puis de voir tout le... C'est comme, j'ai donc pas besoin de rien m'occuper, là. Fais-toi-en pas, ne crains pas, continue aujourd'hui. Alors, je te remercie beaucoup, beaucoup pour ta joie aussi. Merci. Merci, Louise. Écoute, je dois vous dire qu'il y a un chassé-croisé là-dedans. C'est que ma sœur, qui est émerveillée de la nature, m'amène avec moi, ma nature plutôt axée vers le spirituel puis l'au-delà, à voir dans l'ici et maintenant la gloire et la beauté de Dieu puis sa création. Alors, ça fait en sorte que notre voyage au Panama m'a ouvert les yeux et aussi le cœur, parce que moi aussi, je suis allée au Dimanche des Rameaux, puis j'ai écouté ça, mais je pense qu'il faut voir la gloire et la joie et le bonheur et les êtres à la lumière et à l'image de Dieu. On est beau, on est grand si on dit oui à la vie, puis on ose des relectures périodiques, puis ouvre, comme j'ai dit dans mon petit article, déploie sans lésiner les cordages de ta tente, car de toutes parts tu vas éclater, mais éclater de joie. Oui. Alors, misons sur la joie au lieu de toujours le péché et le mal. Sorry, guys. C'est ça qui arrive quand il n'y a pas de prêtre féminin. Hein? Excuse. Merci, Louise. Louis-Marie, tu avais quelque chose à dire. Ben moi, c'est comme tout l'aspect de transcendance que je constate. Ce matin, j'étais justement au Carmélite. C'est là que j'ai été faire mon Dimanche des Rameaux. Et c'est des femmes-là qui ont 80 et plus, mais ils ont comme une énergie de petite fille. Et puis j'ai la chance aussi d'être en petite enfance. Et, je parle d'enfants de 5 ans et moins. Et
moi, tout l'aspect contemplation, c'est comme bien important pour les enfants qu'on soit attentif et disponible à eux autres. Moi, l'attitude que je développe par la méditation, bon, puis par la prière, me donne cette disponibilité-là. Puis je veux dire, ben, c'est très nourrissant aussi, mais c'est une énergie qui ne vient pas de moi. De là, je sens la transcendance parce que, tu sais, 9 enfants de 3 ans autour de toi, moi, je suis dans le 3e âge. Des fois, je dis à Louise, j'anime dans le jour, puis je me réanime le soir, tu sais, parce que c'est vraiment... Mais c'est très nourrissant et ça correspond à un besoin aussi. Tu sais, on est d'un monde, ben, on a toujours été d'un monde de performance, de faire et tout ça. Mais les enfants ont besoin vraiment d'écoute et leurs parents aussi ont besoin qu'on soit disponible. Et, ben, tu me confirmes par l'analogie avec la nature. Moi aussi, je suis quelqu'un d'assez contemplatif, puis j'ai le jardin botanique juste à côté. C'est très surprenant, les arbres aussi, comment ils communiquent par les racines. Hein? Une forêt, un arbre, c'est pas tout seul, ça communique par les racines. Tu sais, il y a comme toute une osmose. Puis je le constate aussi dans nos relations humaines. Puis on est rendu à une époque, à un âge de notre vie où est-ce qu'on a à transmettre et à être disponible à la nouvelle génération. Puis je regarde des personnes âgées autour de moi, mais je trouve qu'ils revivent une seconde jeunesse. En tout cas, je regardais les religieuses ce matin. Ils ont une énergie de petite fille, mais en même temps, ils sont enlignés. Tu sais, ils sont très d'actualité. Je vais arrêter là parce qu'on pourrait... C'est ça. Mais merci beaucoup. Je trouve ça inspirant. Merci. Mais je vais faire du pouce sur ce que vous avez dit, Louise et Louis-Marie, parce que je trouve que c'est... il y a quelque chose de l'ordre de intrinsèquement ensemble qu'on voit qui s'appelle l'écologie. Mais l'écologie nous démontre à quel point, quand tu parlais des arbres, et on fait des études, les rhizomes, ça se parle entre les arbres. Tu plantes un clou dans un arbre, ça résonne dans toute la forêt qui ressent la souffrance de l'arbre. Qui aurait cru? Alors, on est tellement plus interreliés puis interdépendants que ce qu'on croyait, que c'est incroyable de penser qu'on est solitaire. On est dans un processus tout en gang, comme disait la théâtre de Chardin. Claudette, je t'écoute. Tu avais une réflexion à nous partager? Allume ton micro. Ton micro, Claudette. Oui. Allô, m'excuse. Bon, c'est une réflexion qui est un petit peu en dehors de votre message, mais qui découle de votre message. Le besoin de méditation est un besoin immense qui doit se répandre de plus en plus sur la Terre et partout. Et moi, je pensais beaucoup jeunesse, puis bon, les gens d'âge moyen, en fait, de tous les âges, mais les personnes âgées. Il me semble que je sais qu'il y a des réserves RPA, des résidences de personnes âgées, qui m'ont dit, « Oh oui, à la télévision, on a un cours de méditation. » Je ne sais pas ce que c'est, mais je me dis, est-ce qu'il y en a parmi vous qui vont dans un groupe, dans une résidence pour personnes âgées et avoir dirigé un groupe de méditation chrétienne? Est-ce que la méditation chrétienne existe en petit ou pas du tout dans des résidences de personnes âgées? Grosse question. Parce qu'il y aurait beaucoup à faire. Hein? Il y aurait beaucoup à faire. Je ne sais pas s'il y en a. J'ai une question qui m'est passée par la tête. Je me dis, mon Dieu, c'est... avec tout ce que... Pardon, avec tout ce que vous avez dit tout à l'heure... Pardon? Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup des groupes qui méditent. Par contre, Lawrence Freeman m'avait dit que dire le chapelet, c'est une méditation. Alors, il y a beaucoup de centres où les gens vont s'adonner, c'est la répétition. Vont prier, oui, c'est vrai. C'est ce que ma sœur me dit. Elle dit, quand je me couche, je dis toujours déjà au Salut Marie. Donc, c'est excellent, c'est excellent. Mais avec ce que vous disiez par rapport à la prise de conscience que les personnes âgées font, les gens vont revisiter leur vie. Est-ce que j'ai réussi ma vie? Alors, ça pourrait les aider grandement d'avoir un temps de silence, en fait, d'apprendre à méditer, d'apprendre à garder silence et d'écouter ce qui vient. Souvent, ils ne le font pas vraiment parce qu'ils ne savent pas. C'est vrai. Donc,
Il y aurait tellement de choses à faire, n'est-ce pas? Mais merci encore. Merci. Oui! Mais si Merci. jamais ça te tente, tu peux essayer avec ta paroisse de commencer un groupe. Oui, bien moi, justement, ça peut se faire. j'ai déjà des choses, mais pour un problème de santé, je dois me limiter. Mais j'aurais D'accord. tellement de projets, vous ne savez pas, j'aurais un groupe de jeunes qui je serais prêt à les rencontrer. Mais je peux, pour le moment, je ne peux pas faire plus que je fais. Mais j'aurais plein d'idées. Et c'est quoi, Merci. quand on médite, c'est universel. Hein? L'ermite qui est seul à méditer, il médite avec le monde entier, avec l'univers. Alors, lorsqu'on offre ce qu'on est en train de vivre, on le vit avec d'autres. Alors, je vais y aller avec Louis-Marie, puis ensuite Sœur Claire. Louis-Marie, tu avais allumé ton micro? Oui, bien, excuse-moi, c'est parce que qu'est-ce que Claudette disait? C'est drôle, hier, j'étais avec Louise, on a été interpellé par une personne en résidence pour essayer de partir quelque chose. C'était juste pour dire, oui, ça répond à un besoin, puis je trouve ça spécial que qu'est-ce que Claudette va dire, parce que hier, il y a quelqu'un d'une résidence qui m'a demandé si c'était possible de partir quelque chose. Et, puis un peu comme Claudette, moi aussi, c'est par rapport à mes disponibilités et les énergies. Ben oui. Mais c'est go, c'est ça. Merci. C'est peut-être quelqu'un que tu pourrais inviter à partager avec un groupe qui est déjà existant par Zoom, s'ils ont une connaissance de technologie. En tout cas, c'est une idée qui me vient de même. On n'a pas besoin de toujours réinventer la roue, mais connecter les gens, ce serait bien. Alors, Sœur Claire, je vous écoute, puis ensuite Florence. Oui, je partage cette préoccupation que Claudette vient d'exprimer, qu'il y a tellement de besoins de méditer dans notre monde et à tous âges aussi. Et puis, je voulais vous dire que Raymond Desaulniers, qui ne parle pas beaucoup, là, mais elle a un groupe ici dans notre résidence avec les personnes âgées. À tous les lundis après-midi, elle a une dizaine de résidents qui se réunissent pour la méditation chrétienne. Une autre chose que je voulais dire aussi, une chose qui m'a interpellée, bien des choses, mais entre autres. Après la méditation, se préoccuper d'avoir des pensées positives. Ce n'est pas juste la méditation. Puis, c'est ça que la méditation nous aide avec le mantra pour ne pas que durant la méditation, on rumine des choses négatives ou on fasse de l'introspection. Alors, c'est pour ça que revenir à notre mantra nous aide toujours. On peut méditer, mais on peut mal méditer aussi si on n'a pas les résultats. Peut-être se poser la question, est-ce que dans ma journée, je reste avec des pensées positives? Est-ce que c'est ça que je voulais dire? Merci, Claire. Ça m'est venu comme un éclair de l'Esprit Saint de rajouter ça parce que je pensais à des différentes situations puis des personnes qui sont des grands méditants, mais moi-même inclus, qui radotent des histoires sans finir puis qui augmentent un traumatisme que j'ai vécu il y a 5-10 ans juste en le ressassant au lieu de miser, comme disait le petit frère Laurent, sur ma relation avec Dieu qui est constante puis qui est amour puis qui est fluide. Alors, c'est des choix qu'on fait de nourrir certaines pensées. Alors, Florence, je t'écoute. Micro. OK. Alors, nous autres, ici, dans la région de l'Outaouais, on avait un groupe qu'on avait ouvert dans une résidence de personnes âgées à Orléans. Alors, c'était intéressant parce que le type qui était l'animateur lui connaissait bien la méditation, puis il voulait vraiment méditer. Puis, alors, le groupe, c'était bien. Le problème qu'on a eu, c'est que sa santé, lui, n'était pas tellement bonne. Oh. Puis, ça l'a été à peu près comme 6 mois après qu'il a commencé. On n'avait pas de personne pour le remplacer. Et alors, j'avais demandé à quelqu'un qui était dans le groupe, je savais qu'elle méditait dans d'autres groupes aussi. Et cette personne-là avait commencé à être malade avec une démence aussi. Alors, ça l'aurait appris pour ce groupe-là quelqu'un pour animer qui n'était pas nécessairement de la résidence. Ça prendrait comme une personne constante pour une population qui change. Oui. Soit que ça soit à cause de la maladie, la mort et différentes conditions qu'ils ont. Alors,
Et pour moi, j'aurais donc aimé ça, pouvoir continuer ce groupe-là, mais c'est le problème pour moi d'aller jusque-là, c'est à peu près à 45 minutes aussi, puis j'ai déjà mon groupe. Alors, Ouais. ça devient un problème de personnes pour La être relève. capable tu sais, là, d'être la Animée. personne qui facilite, etc. Mais il y a Ah, définitivement un besoin sur ce côté-là. absolument, absolument. Merci, Florence. Alors, moi, je trouve qu'il y a une étape qu'on n'a pas dit, même avec la transcendance, et qui s'appelle l'oblation. La personne qui est en démence ou qui ne peut plus contribuer, même si elle ne peut même plus parler, peut être en oblation totale. C'est l'ultime offrande de soi. Et j'ai vu ça avec un missionnaire qui avait été brutalisé et puis qui dit qu'on a fait sur lui des expériences chimiques, scientifiques, en lui donnant des poisons, des médicaments. Il dit, je ne pouvais même plus dire mon Notre Père, mais je pouvais dire Père, Notre Père, Notre Père. Et c'était, pour moi en tout cas, le signe d'une oblation totale. Fait que même quand la démence prend le dessus sur l'intelligence ou le cerveau, ça ne veut pas dire que l'être ne prie pas. De tout son être, on peut prier. Alors, Pierre, je t'écoute. Pierre Terrien. Pour Pierrette et moi, à Québec, on a eu l'opportunité, il y a 9 ans, d'avoir 3 RPA. Et puis, le premier défi qu'on a rencontré, c'est ce qu'a exprimé Florence. Lorsque la personne leader décède ou tombe malade, ça devient très, très, très lourd pour les méditants, parce qu'eux autres, et c'est pas gentil de dire ce que je vais dire, mais beaucoup de méditants de ces groupes-là, ça devenait une béquille pour eux autres. Au lieu qu'ils soient proactifs, ils étaient uniquement, la démarche qui était vraiment positive. Mais on a un témoin avec nous après-midi où ça a été vraiment formidable. C'était au RPA, les cours de l'Atrium, où Michel est venu comme conférencier. On avait même relié tous les gens pour faire une fête de Noël. Moi, je dis qu'en ce moment, cet endroit-là est bloqué parce qu'on ne veut pas rouvrir la chapelle à des étrangers, à part qu'un prêtre. Puis, je n'ai rien contre ça. Il y a une célébration eucharistique le samedi. Puis nous, on avait le mardi soir avec tout le groupe qui était là. C'était la soirée où on pouvait faire la méditation. Mais moi, je ne désespère pas. Je pointe des endroits et puis, Dieu voulant, et par la prière, on va sûrement repartir. On a seulement qu'à faire les pas de Jésus et puis ça mérite toute notre attention. Et moi, je peux vous dire une chose, Pierrette et moi, ça nous a gardés très jeunes parce qu'on a vu des gens, là, au fur et à mesure qu'on vivait ça, on pouvait voir, on a compté 14 personnes qui sont décédées durant tout ce cycle-là. Et à chaque fois je me suis fait un devoir d'aller au service funèbre de ces gens-là, et les gens disaient, elle était belle, il était beau. Puis c'est intéressant de voir ce que Dieu peut faire si on veut le servir dans des endroits semblables. Mais c'est très demandant comme temps et comme disponibilité. Et comme disait tantôt si bien Florence, bien, avec les frais qui encourent, le déplacement et tout ça, bien, à un moment donné, il faut faire avec le budget qu'on a, comme on dit. Hein? Oui. C'est pour ça, moi, que je trouve la possibilité de continuer avec Zoom dans un premier temps pour ces gens-là. Et puis, l'activité faisant qu'à un moment donné, ils vont décider de réouvrir. On verra, on verra. En tout cas, moi, je ne lâche pas. On l'espère, Pierre. Alors, merci de ton témoignage, Pierre. Michel, tu as le dernier mot parce que je pense que l'heure est... Ah bon, je ne savais pas nécessairement. Pas nécessairement le dernier mot, mais tu as la parole. Je vais apporter mon mot. Ouais, c'est ça, oui. 2, 3 choses. La première, c'est que c'est sûr que la question des soins de longue durée, les centres de soins de longue durée,
Il y a un problème d'organisation des soins de santé en dessous de tout ça. Mais ce qui est un peu problématique là-dedans, il y a une question de la société, de notre société, qui, en t'écoutant, au contraire, c'est cette valorisation de cette étape de la vie et qu'on ne sent pas ça nécessairement, là. Je dirais la reconnaissance d'une certaine sagesse acquise et d'expériences de vie variées. On peut tomber dans l'âgisme et ça, pour moi, ce que tu disais plus tôt, l'interconnexion avec ton image de l'arbre, là, le jeune arbre avec ses racines et puis qui entoure le vieil arbre, oui, on n'est pas sectionné, on est interconnecté. Et l'autre chose que j'aimerais ajouter, c'est que par rapport à l'expérience de la méditation, bien, c'est sûr que c'est une pratique qui d'abord doit être individuelle, doit être pratiquée par un choix personnel, mais on voit que dans la mesure où c'est possible, de ce point de vue-là, la fameuse pandémie nous a rendus créatifs avec les limites que ça a, bien sûr, là, du Zoom, mais on se surprend de découvrir une façon d'être ensemble et donc d'être connectés et qui fait que je dirais, un petit peu assurer les assises de notre pratique, mine de rien, le fait de se retrouver, soit en présentiel ou encore là par Zoom, ça contribue à creuser nos racines par rapport à la pratique de la méditation. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer, et c'est pour ça que l'intuition de John Main est assez extraordinaire. Il avait donc cette conscience qu'il y avait quelque chose là, le fait de faire communauté. Il y avait une richesse très importante comme appui, nécessairement, soutien de notre propre pratique. Dernière chose que je vais dire, c'est la question de la transcendance. Bon, dans une approche plutôt laïque, on parle, oui, bien sûr, de la transcendance de soi. Et la transcendance de soi, c'est la capacité de se découvrir, des valeurs et tout ça, puis c'est excellent. J'ai rien contre. Mais la transcendance, c'est comme cette ouverture à l'au-delà de soi. Et transcendance, dans ce que tu expliquais, c'est la relation avec le tout autre. Et c'est là qu'en fait, on se situe au niveau de la méditation chrétienne. Donc, c'est transcendance en termes d'intégration de soi, d'ouverture à la vie, à son foisonnement, mais en même temps, transcendance en tant que relation avec le tout autre. Oh, que tu finis bien la session, Michel. Tu as vraiment dit des choses très, très importantes. Alors, merci. Et Marc, je t'écoute. Bien, en écoutant tantôt Mme Bouliane, en écoutant ce qui s'est dit, il m'est venu deux idées. Une première idée, on a à Méditation chrétienne jeunesse et méditation. Ça prendrait quasiment aîné et méditation. Oui. L'autre chose, quand Mme Bouliane parlait, y a-t-il quelqu'un à la télévision? Mais dans chaque résidence pour personnes âgées, il y a quelqu'un qui s'occupe des activités et il en cherche des activités. Peut-être que si on était interconnectés, comme dit Michel, autant, peut-être qu'à ce moment-là, la personne dans la résidence pourrait apporter une télévision dans une salle, la chapelle, s'il y en a, dans une salle, et inviter les gens à la méditation chrétienne, et ça prendrait juste par Zoom, quelqu'un qui n'a pas besoin de se déplacer, mais qui anime la méditation ou qui font déjà partie des méditations qui existent. Il y en a deux actuellement dans les avant-midi, puis il y en a les après-midi. Donc, ça serait probablement possible de rencontrer la personne qui s'occupe des activités et c'est une activité comme les autres qui pourrait être proposée aux gens
à telle heure, vous venez pour 1 heure de temps, il y a de la méditation. Les personnes âgées ne veulent pas toucher à l'appareil puis se brancher. Mais si c'est sur un téléviseur, ils sont réunis ensemble, on les guide. Il me semble que ça serait tellement enrichissant. En tout cas, c'est ça qui m'est monté là, en écoutant. Wow. Je trouvais ça très beau. Puis ça n'a pas besoin d'être nous autres. Hein. Je pense à notre groupe de Saint-Boniface. On a plusieurs religieuses qui demeurent en résidence, qui pourraient faire l'animation. Alors, ça pourrait être même personnel. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être tout TLM, comme on dit, toujours les mêmes, mais ça pourrait être des gens qui sont dans nos groupes de méditation qui feraient ça à même leur résidence personnelle. Alors, un gros merci à vous tous d'avoir été d'écoute, d'avoir été là, d'avoir pris du temps cet après-midi. Et union de prière, union de méditation, union dans l'esprit. Transcendons notre quotidien qui est parfois lourd avec la guerre d'Ukraine et puis tout le reste et demeurons amour.